fais tes valises, tu n'es plus leur mère, Harry mon mari. Alors qu'il me remplaçait par sa maîtresse. Alors, j'ai frappé à la porte de son père. Son père m'a tendu les clés de l'empire familial, et il a murmuré, « Épouse-moi ». La dernière chose dont je me souvienne clairement, avant que le brouillard ne s'empare de ma vie. C'est l'odeur du café frais, un mardi matin. C'est tout. C'est le dernier souvenir net que j'ai, de celle que j'étais autrefois. Debout dans ma propre cuisine, Julien sur la hanche, avec Chloé qui tirait sur ma manche. Pour réclamer les céréales dans la boîte jaune. Et cette odeur de café qui remplissait toute la pièce. Comme la promesse que la journée serait ordinaire, belle, et bien à moi. Après cela, tout devient flou. Des mois de flou, puis des années. Au moment où Richard s'est tenu sur le pas de notre porte, avec une autre femme à ses côtés. Pour me dire que je n'étais plus la mère de mes enfants. J'étais perdu à l'intérieur de mon propre corps depuis si longtemps. Qu'une partie de moi l'a presque cru. Presque. Je m'appelle Eleanor Sterling, et oui, je sais comment cela sonne, aujourd'hui. Ce n'était pas le cas, avant. J'étais Eleanor Marsh, quand j'ai rencontré Richard, j'avais 26 ans. Et je venais d'être promu analyste principal, dans un cabinet de conseil financier, à Boston. Le genre de personne qui classait ses listes de courses par code couleur. Qui lisait les contrats avant de les signer, et qui se croyait bien trop intelligente. Pour se laisser berner par des choses évidentes. Richard était charmant, de cette manière bien spécifique, qui contourne totalement l'intelligence. Pour aller droit vers quelque chose de plus ancien, et de plus vulnérable, en profondeur. Il avait 40 ans, les épaules larges, avec cette sorte d'autorité naturelle. Qui vient du fait d'avoir grandi dans une famille, où l'autorité n'a jamais été remise en question. Il riait à tous les bons moments, et il écoutait vraiment. D'une manière qui semblait assez rare, pour être remarquable. Il était l'héritier de Sterling Vanguard. L'une des plus anciennes sociétés de capital investissement, de Boston. Son père, Harrison Sterling, l'avait bâti à partir d'un seul bureau. Et d'une réputation basée sur des poignées de main, au cours des 40 dernières années. Richard dirigeait les opérations quotidiennes. Harrison, officiellement à la retraite, conservait 51,00% des actions avec droit de vote de l'entreprise. Je connaissais ce détail, quand j'ai épousé Richard. Je n'avais pas compris, à l'époque, à quel point cela deviendrait important. Nous nous sommes mariés en octobre, lors d'une cérémonie dans le domaine familial, à Concord. C'était magnifique. Je me souviens d'avoir été heureuse, et c'est cette partie-là qui rend ce qui a suivi si difficile à supporter. Le bonheur était réel. Je ne l'imaginais pas. Quoi que Richard ait pu construire en arrière-plan. De notre vie commune durant ces 2 premières années. Je crois qu'il ne l'avait pas encore commencé. Julien est né 14 mois après le mariage. Chloé, 2 ans plus tard. J'ai accepté un rôle réduit au sein du cabinet, c'était mon choix, pris librement. Avec l'intention de reprendre à temps plein, lorsque les 2 enfants seraient à l'école. Richard a soutenu cette décision. Richard soutenait tout, dans ses premières années. C'était là le piège. Un soutien qui vous apprend, peu à peu, à ne plus surveiller vos arrières. Le premier signe est apparu si discrètement, que je l'ai presque complètement manqué. C'était un mardi. C'est amusant de voir, comment les mardis reviennent sans cesse, dans cette histoire. J'étais assise à l'îlot de la cuisine, en train d'essayer de lire un rapport. Que mon ancien collègue m'avait transféré. Quelque chose de routinier, des chiffres que j'avais lus une centaine de fois. Je suis arrivé au milieu de la première page, et j'ai réalisé que je n'avais aucune idée de ce que je venais de lire. Je suis revenu au début. Je l'ai relu. Les mots glissaient, comme s'ils étaient codés dans un autre langage. Je me suis dit que j'étais fatigué. Julien s'était réveillé 2 fois dans la nuit, à cause d'une toux. Les nouvelles mères sont fatiguées. C'était un fait connu. J'ai préparé du café, je l'ai bu, je me suis senti un peu mieux, et j'ai oublié l'incident. 3 semaines plus tard, j'ai conduit jusqu'à l'épicerie.
Et je suis restée assise dans le parking pendant 6 minutes. Parce que je ne pouvais pas me rappeler pourquoi j'étais venue. Je me suis dit, une fois de plus, que j'étais fatiguée. J'avais un enfant de 5 ans, et un autre de 3 ans. La fatigue était le réglage par défaut. Vers cette époque, Richard a mentionné qu'il avait parlé au docteur Aldoukar Michael. Le médecin de famille, un homme de 62 ans, au visage rond, avec un cabinet dans Back Bay. Qui utilisait encore des boiseries, comme si nous étions en 1987. Il pense que tu pourrais avoir une carence en vitamine B12, a dit Richard, un soir. En posant un petit flacon de pilule blanche, sur la table de nuit. Et une certaine fatigue surrénalienne. Il a dit que ça t'aiderait. J'ai regardé le flacon. Pas d'étiquette d'ordonnance, juste de petites gélules blanches, dans un emballage sans marque. Ne devrais-je pas faire une prise de sang, ai-je demandé. Il a dit que ce n'était pas nécessaire, à ce stade. Et c'est juste ça pendant quelques mois. Et vois comment tu te sens. J'aurais dû insister. Je n'ai pas insisté. J'étais fatigué, j'avais confiance en mon mari, le médecin avait 62 ans. Avec ses murs en boiserie, et je pensais sincèrement, que les gens qui vous aiment ne vous empoisonnent pas. J'avais tellement tort. Le brouillard s'est installé progressivement, et c'est ce qui rendait la vie à l'intérieur si désorientante. Il n'y a pas eu un seul matin, où je me suis réveillé en pensant « Quelque chose ne va pas chez moi, aujourd'hui ». C'était plutôt comme se tenir dans une pièce, qui perd sa lumière si lentement. Que l'on ne s'en rend compte, que lorsqu'on commence à plisser les yeux. Ma mémoire à court terme a flanché en premier, pas de manière catastrophique. Juste sur de petites choses, des noms, des rendez-vous, le mot que je cherchais à prononcer. J'ai commencé à faire des listes, puis des listes de listes, puis un calendrier sur mon téléphone. Avec des rappels pour des choses, dont je n'avais jamais eu besoin de me souvenir, auparavant. Je me disais que c'était ça, la maternité. Je me disais que je m'adaptais. Ensuite, les problèmes d'équilibre ont commencé. Je tendais la main vers un verre, et je le ratais d'1 centimètre. Je marchais dans le couloir, et je devais me rattraper au mur. Une fois, dans la file d'attente de l'école. J'ai trébuché sur un morceau de trottoir parfaitement plat, les autres mères l'ont vu. Et j'ai remarqué les regards qu'elles ont échangés, et quelque chose s'est serré dans ma poitrine. Sans que je puisse encore le nommer. La réaction de Richard, face à tout cela, a toujours été cohérente, et affectueuse. Il me conduisait à mes rendez-vous. Il portait les objets, quand mes mains n'étaient pas stables. Il a expliqué aux enfants, que maman traversait une période de fatigue. Et qu'il devait être doux avec elle. Il le disait lui-même avec douceur, devant moi, ce qui, à l'époque, ressemblait à de la tendresse. Plus tard, j'ai compris que c'était une performance. Pour les enfants, oui, mais aussi pour moi, afin de s'assurer que j'assimilais bien la version de l'histoire qu'il voulait imposer. J'étais fragile. Je n'étais pas fiable. J'avais besoin d'être prise en charge. Le docteur Carmichael m'a vu 3 fois, au cours de ces 2 années. Chaque fois, il ajustait légèrement le supplément, un dosage différent, disait-il. Chaque fois, je repartais en me sentant vaguement rassuré, sans pour autant me sentir mieux. Ces notes, comme je le découvrirai plus tard, étaient conservées séparément. De son système de cabinet principal, elles n'étaient pas classées sous mon nom. Et elles n'étaient pas accessibles, via le portail des patients. L'année où Chloé a eu 5 ans, je suis devenu incapable de conduire la nuit. Les phares des voitures qui arrivaient en face, faisaient quelque chose à ma vision. Que je ne pouvais pas expliquer. J'ai arrêté de participer aux événements nocturnes. J'ai cessé de voir les amis, qui ne venaient pas directement à la maison. J'ai complètement cessé d'être Eleanor Marsh, pour devenir, à la place, une version de moi-même que je ne reconnaissais plus, floue, incertaine. Et totalement dépendante d'un homme, qui observait tout cela, avec des yeux attentifs, et aimants. C'est cette année-là, que Vanessa est apparue. J'ai découvert l'existence de Vanessa.
de la façon dont les femmes finissent toujours par le découvrir, un jour ou l'autre. Malgré tout ce qui est conçu, pour les empêcher de le savoir. J'ai vu un reçu. C'était pour un restaurant où je n'étais jamais allé, lors d'une nuit. Où Richard m'avait dit qu'il était à New York. Pas un reçu d'hôtel, pas un cadeau, juste un dîner pour deux, dans un établissement de Cambridge. À la mi-novembre, d'un montant de 347,00 $, incluant un vin. Que je savais que Richard ne commandait, que lorsqu'il essayait d'impressionner quelqu'un. Je suis restée assise longtemps, avec le reçu dans la main. Ensuite, je suis allée aux toilettes, et j'ai été malade. Puis, je suis ressortie, et j'ai remis le reçu exactement là où je l'avais trouvé. Plié dans la poche intérieure d'un blazer, sur la pile du nettoyage à sec. Et je n'ai pas dit un mot. C'était, je le comprends maintenant, le moment précis, où j'aurais dû agir. Au lieu de cela, je me suis convaincu, que je pouvais me tromper. Le brouillard avait affecté ma mémoire. Peut-être avais-je confondu les dates. Peut-être y avait-il une explication logique. Je n'étais pas fiable. Richard me le répétait, si doucement mais si constamment, depuis des années. Qui étais-je pour faire confiance à mes propres instincts, alors que mon propre cerveau me faisait défaut? Je n'ai rien dit. J'ai attendu. Et pendant que j'attendais, Richard a continué à monter son dossier. J'ai découvert plus tard, par ses propres mots écrits, quel avait été exactement le plan. Mais laissez-moi d'abord vous raconter, à quoi cela ressemblait, de l'intérieur. 18 mois après la découverte du reçu, Richard a commencé à mentionner, de façon prudente et espacée, qu'il s'inquiétait pour moi. Pas à moi, directement. À la maîtresse de Julian, qu'il a évoqué lors d'une réunion de parents d'élèves. Avec une expression d'inquiétude bien répétée. À nos voisins, les Alderson, qui ont commencé à me regarder différemment. Lors du barbecue de quartier, cet été-là. À sa mère, ses parents étaient séparés, sa mère vivant dans le Connecticut. Qui m'a appelé un dimanche, et m'a dit, avec cette cruauté toute particulière des femmes. Qui feignent l'inquiétude à la perfection. Nous voulons simplement ce qu'il y a de mieux pour les enfants, Eleanor. Je ne comprenais pas, ce que je regardais s'assembler sous mes yeux. J'aurais dû. J'étais une analyste financière. Je comprenais les structures. Je savais que des pièces individuelles, qui semblent sans rapport, finissent souvent par former, à grande échelle, un ensemble unique et cohérent. Je suis passé à côté quand même, parce que le brouillard était toujours là. Parce que je l'aimais encore, et parce que les trahisons les plus difficiles à repérer sont celles accomplies par les personnes, qui tiennent doucement votre visage entre leurs mains, pendant qu'elles vous détruisent. Le matin où tout s'est terminé, je me suis réveillé au bruit de la porte d'entrée. Des voix dans l'entrée, celle de Richard et celle d'une femme, claire, confiante. Sans aucune retenue. Je suis descendu par les escaliers. Julian et Chloé étaient déjà à la table du petit déjeuner, leurs céréales devant eux. Fixant la porte avec de grands yeux ronds. Et là, il y avait Richard, dans le beau costume qu'il portait. Quand il voulait être pris au sérieux, debout à côté d'une femme en manteau camel. Avec des ongles parfaits, qui me regardaient de la même façon, que l'on regarde un meuble. Que l'on a déjà décidé de remplacer. Eleanor, a dit Richard, assieds-toi. Je ne me suis pas assise. Voici Vanessa. Elle va vivre ici. Le monde n'a pas basculé, comme on pourrait s'y attendre. Au lieu de cela, il est devenu très immobile. Tu n'es pas stable, a-t-il dit. Sa voix était douce. Elle était toujours douce, et c'était ça, la partie la plus dévastatrice. Tu ne vas pas bien, depuis longtemps. Les enfants ont besoin de quelqu'un qui puisse s'occuper d'eux correctement. Et toi? Tu as besoin de repos. De vrai repos. Pas ici. Je ne quitterai pas mes enfants, ai-je répondu. Ma voix est sortie beaucoup plus assurée, que je ne l'espérais. Tu n'as pas le choix, a-t-il rétorqué. J'ai déjà parlé à un avocat. Avec tes antécédents médicaux, les problèmes cognitifs
Les pertes d'équilibre et ta dépendance aux médicaments. Le tribunal verra la même chose que moi. Une femme qui n'est pas capable d'être mère. En ce moment. Dépendance aux médicaments. J'ai entendu ce mot, et quelque chose s'est passé, derrière mes yeux. Quelque chose de froid, de tranchant, et de presque éveillé. Tu veux parler des suppléments, que tu m'as donnés? Il a souri, d'un air patient, et bien répété. Éléanore, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles. Fais tes valises, a-t-il dit. Tu n'es plus leur mère. Il ne m'a pas regardé, quand il l'a dit. Julien nous observait, depuis le seuil de la cuisine. 7 ans, les yeux sombres, portant son uniforme scolaire, avec le col légèrement de travers. Comme à son habitude. Il m'a regardé avec une expression, que je ne serais jamais capable de décrire correctement. C'était le regard d'un enfant, qui essaie de décider, quelle émotion il est censé ressentir. Je n'ai pas pleuré. Je suis monté à l'étage. Je n'ai pas emballé de vêtements. J'ai pris le dinosaure de Julien, ce vélociraptor en peluche, qu'il avait depuis sa petite enfance. Et avec lequel il dormait encore, en secret. J'ai pris le carnet de dessin de Chloé, celui qu'elle avait rempli de chevaux, et de soleil. J'ai pris mon téléphone, mon portefeuille, et la petite bague en argent. Que ma grand-mère m'avait laissée. Ensuite, je suis redescendu, j'ai récupéré mes enfants dans la cuisine. Je leur ai dit que nous partions à l'aventure, je les ai attachés à l'arrière de mon Honda CR-V. Et j'ai conduit, en plein cœur de la pire tempête, que Boston ait connue depuis 7 ans. Je n'avais nulle part où aller, à l'exception d'un seul endroit. Harrison Sterling a ouvert la porte, à minuit 23. Je connais l'heure exacte, parce que j'ai vérifié mon téléphone. Pendant que je me tenais sur son porche. La pluie tombait à verse, Chloé dormait sur mon épaule, et Julien était blotti contre ma hanche. Son vélociraptor serré contre sa poitrine. J'avais conduit pendant 40 minutes, jusqu'à Concorde. Dans le genre de tempête qui fait fermer les autoroutes, je m'étais garé dans son allée. À l'instinct, et j'étais resté devant la porte pendant 1 minute entière, avant de frapper. Parce que je ne savais pas du tout, ce que j'allais lui dire. Il a ouvert la porte, avant même que je ne frappe une deuxième fois. Harrison Sterling avait 68 ans. C'était un homme grand, qui se tenait encore bien droit, avec des cheveux gris coupés courts. Et des yeux couleur d'eau profonde. Le genre de regard qui en a vu assez sur le monde, pour n'être ni facilement surpris, ni facilement dupe. Il avait assisté à chaque pièce de théâtre de l'école, que Richard avait séchée. Et à chaque fête d'anniversaire, pour laquelle Richard était en voyage. Il m'avait toujours regardé, pendant mes années de mariage, avec une expression particulière. Pas de la pitié, pas de la sympathie, mais quelque chose de plus attentif. Quelque chose qui ressemblait, peut-être, à de l'observation. Il a examiné mon visage, la pluie qui détrempait mon manteau, l'enfant endormi sur mon épaule. Et le petit garçon de 7 ans, agrippé à mon flanc. Il a reculé, et a ouvert la porte plus grand. Aucune question, pas encore, juste de la chaleur, de la lumière. Et le bruit de la tempête qui devenait quelque chose dont on était à l'abri. Plutôt que quelque chose que l'on subissait. Il a installé les enfants dans la chambre d'amis. Avec l'assurance d'un homme qui avait déjà fait ça auparavant. Il a trouvé une brosse à dents de rechange pour Julien. Il a rentré les chaussures de Chloé depuis le couloir, puis il est redescendu. Et a préparé du thé sans me demander si j'en voulais, le posant devant moi. Avec la certitude de quelqu'un, qui a arrêté depuis longtemps, de poser des questions inutiles. Je me suis assise à la table de sa cuisine, et je lui ai tout raconté. Pas dans l'ordre, c'est sorti par fragments, comme c'est souvent le cas. Quand on a porté un fardeau seul pendant trop longtemps, et que, soudainement, il y a quelqu'un en face de soi, qui écoute vraiment. Le brouillard, les suppléments, les problèmes d'équilibre, le reçu, Vanessa, et l'avocat. Tu n'es plus leur mère. Harrison a écouté, sans m'interrompre. Quand j'ai eu terminé, la cuisine est devenue silencieuse, à l'exception de la pluie. Et du ronronnement du réfrigérateur. Il m'a regardé longuement,
puis il a dit « Épouse-moi, Eleanor ». Je l'ai dévisagé. Je possède 51,00% de sterling Vanguard, a-t-il déclaré. Sa voix était calme et posée. Ce n'était pas une déclaration romantique. C'était un compte rendu stratégique. Je possède l'entreprise que Richard dirige. Je détiens, concrètement, la position financière qui lui permet de maintenir ses avocats, sa pression et sa vie très confortable. Si tu m'épouses, les droits de vote seront rattachés au patrimoine conjugal. C'est toi qui tiendras la laisse. J'ai compris ce qu'il essayait de me dire. Ce n'est pas, ai-je commencé. Non, a-t-il répondu, ça ne l'est pas. C'est une déclaration de guerre. Cela fait 5 ans que je regarde mon fils te faire subir cela. Je n'ai pas réagi assez vite. J'agis maintenant. La pluie frappait violemment contre les fenêtres. Je protégerai les enfants, a-t-il ajouté. Nous le ferons, tous les deux. C'est ça l'objectif, pas la romance. Pas la vengeance. La protection. Il m'a regardé avec ses yeux, couleur d'eau profonde. Dis oui. J'ai dit oui. Cette même nuit, il a pointé du doigt le flacon de pilule, que j'avais apporté par réflexe. Par simple habitude, et qui se trouvait encore dans la poche de mon manteau. Jette-les dans les toilettes. Mais Richard a toujours dit. Eleanor. Sa voix était calme, mais il y avait un tranchant en dessous. Que je n'avais jamais entendu auparavant. Jette-les. Maintenant. J'ai marché jusqu'à l'évier de la cuisine, j'ai ouvert le flacon, je l'ai renversé. J'ai regardé les petites gélules blanches disparaître dans le conduit. Et j'ai mis le broyeur en marche. Le bruit de broyage a duré, peut-être, 10 secondes. Cela a semblé beaucoup plus long. Les 48 heures suivantes ont été les pires de ma vie, d'un point de vue purement physique. Mon crâne s'ouvrait en deux, sous l'effet d'une douleur qu'aucune quantité de paracétamol ne parvenait à soulager. J'ai trempé 2 jeux de draps, de sueur. Je ne pouvais garder aucune nourriture dans mon estomac. La gouvernante d'Harrison, une femme du nom de Madame Park, qui travaillait pour lui depuis 19 ans. Qui ne posait aucune question, et qui préparait d'excellents bouillons. Apparaissait à intervalles réguliers, avec des choses que je pouvais avaler. Puis disparaissait de nouveau. La deuxième nuit, je me suis allongé sur le lit d'amis, convaincu que j'étais en train de mourir. Et j'ai pensé, si je meurs, au moins, je meurs sans le brouillard. Parce que même à travers la douleur, le brouillard se dissipait. Comme une vitre que l'on nettoie section par section. Avec les contours des choses qui redeviennent nettes. Le troisième matin, je me suis réveillé à 6h15. Je me suis assise dans le lit, sans me retenir à la tête de lit. J'ai marché jusqu'à la salle de bain, et je suis revenu sans toucher le mur, puis je me suis tenu sur le pas de la porte de la cuisine, en regardant Harrison. Assis à table avec son journal, et le monde était net. Complètement, entièrement, et incroyablement net. Il a levé les yeux. Il a souri, d'un sourire lent, un peu triste, comme quelqu'un qui a attendu pendant très longtemps. Bon retour parmi nous, a-t-il dit. Je n'ai pas ressenti de gratitude. Je me suis sentie furieuse, d'une vraie fureur, le genre de fureur propre. Pas ce sentiment brumeux et réactif, dans lequel je vivais depuis des années. C'était le genre de colère, qui sait exactement ce qui la provoque. Et qui sait exactement ce qu'elle a l'intention de faire. Harrison n'avait pas chômé. Pendant que je dormais pour surmonter le sevrage, il avait passé des appels. Son enquêteur privé, un homme nommé Daniel Reyes. Qui avait travaillé dans la sécurité d'entreprise pendant 23 ans, avant de se mettre à son compte, avait récupéré un coffre-fort dans le bureau de Richard, à la maison. Harrison possédait une clé. Techniquement, il était encore copropriétaire de tout. Il m'a conduite au sous-sol, le 4e matin. Le coffre-fort était posé sur le sol en béton, sous une étagère à outils, avec ses coins en laiton. Sa serrure à combinaison, le genre de contenant banal, qu'il est facile d'ignorer. Parce qu'il est précisément conçu pour ça.
Harrison a reculé. Il m'a laissé l'ouvrir. À l'intérieur, un dossier beige. Des relevés de pharmacie imprimés sur du papier ordinaire, sans en-tête. Des courriels échangés entre deux adresses. L'une que j'ai reconnue comme étant le compte personnel de Richard. Et une autre que je ne connaissais pas, ainsi qu'un document imprimé. 3 pages, qui semblaient être des notes manuscrites de Richard. Complétées par des paragraphes dactylographiés. Je les ai lus, debout, sur ce sol en béton. Lui donner 18 mois. La dose cumulative crée une dépendance. Cohérente avec les schémas de sevrage aux benzodiazépines. La présentation cognitive imitera les marqueurs de démence précoce. Lors d'une évaluation standard. Établir un modèle d'instabilité, via la documentation sociale. Les contacts avec les professeurs, les observations des voisins. Et les inquiétudes de la famille. Au 30e mois. La remise en question des compétences devient viable. Les enfants restent avec le tuteur principal et stable. Le patrimoine conjugal se résout. Dans le cadre d'un divorce standard sans faute. La division des actifs reflète la capacité diminuée. Il l'avait rédigé, comme un véritable plan de projet. Il m'avait traité, exactement comme un projet. Mes genoux n'ont pas flanché. Je n'ai pas lâché le papier. J'ai pressé mon dos contre le mur de béton, et j'ai respiré par le nez. Jusqu'à ce que le tremblement de ma main se calme, puis, j'ai pris des photos de chaque page. Avec mon téléphone. Ensuite, j'ai appelé le docteur Sylvia Hart. Le docteur Sylvia Hart avait 41 ans, elle était toxicologue au Boston General. Avec une spécialité de recherche, dans les sédatifs pharmaceutiques. Elle avait témoigné dans 17 affaires pénales. Elle a répondu à mon appel, parce que Daniel Reyes, l'enquêteur d'Harrison, lui avait déjà parlé. La veille au soir. Elle m'a reçu dans son cabinet, à 8 heures pile. J'ai apporté les relevés de pharmacie. Elle les a examinés, en 12 minutes. Ce sont des composés sédatifs, a-t-elle déclaré, sans même lever les yeux. Plus précisément, un dérivé de benzodiazépine, administré en microdose. Assez faible. Pour ne pas paraître inhabituel, lors d'un bilan de santé générale. Assez fort. Pour produire une suppression cumulative du système nerveux central. Sur une période prolongée. Les symptômes cognitifs que vous avez décrits à la perte de mémoire. Les problèmes d'équilibre, les difficultés à trouver vos mots. C'est un cas d'école. Pouvez-vous le documenter? J'aurais besoin d'un bilan sanguin. Pour confirmer la présence actuelle des métabolites. Si vous avez arrêté il y a 5 jours, ce sera toujours détectable. Elle m'a regardé, par-dessus les relevés de la pharmacie. Et oui, le docteur Hart pouvait le documenter. La prise de sang a été effectuée, le matin même. Ensuite, je suis allé au cabinet du docteur Carmichael. Je n'ai pas frappé. Je veux être très clair à ce sujet. J'ai marché jusqu'à la réception, j'ai donné mon nom à la réceptionniste. Et quand elle m'a dit qu'il était avec un patient, j'ai répondu. Alors il a intérêt à finir avec ce patient dans 60 secondes, où je commence à parler à voix haute. Dans cette salle d'attente. Elle a passé un appel téléphonique. Le docteur Carmichael a surgi de l'arrière-boutique, en 2 minutes. C'était un petit homme. Je l'avais toujours considéré, comme quelqu'un d'imposant. Avec ses murs en boiserie, ses diplômes affichés, son calme professionnel. Debout dans sa propre salle d'attente, sous les lumières fluorescentes, il avait l'air minuscule. Je lui ai montré les relevés de pharmacie. Il a pris la couleur du vieux papier. Vous avez prescrit cela à mon mari, ai-je dit, en gardant ma voix. À un niveau plus bas que celui des 3 patients, dans la salle d'attente. Il vous a dit que c'était pour moi. Vous ne m'avez jamais consulté. Vous ne les avez jamais classés sous mon nom. Vous n'avez jamais créé de dossier officiel. Au nom d'Eleanor Sterling. J'ai fait une pause. Ce qui signifie que vous avez participé à droguer quelqu'un qui n'a jamais consenti à être sous médication, et j'en ai les preuves. Ses mains tremblaient. Les miennes, non.
J'aurai besoin d'une déclaration sous serment, ai-je poursuivi, signée dès aujourd'hui, confirmant l'origine de la prescription et la chronologie du traitement. Mon avocat se chargera de la rédiger. Je pourrais perdre ma licence, a-t-il murmuré. Vous auriez dû y penser, ai-je répliqué, avant de rédiger cette ordonnance. Il l'a signée, en 32 minutes. J'étais de retour dans ma voiture à 10h15, quand mon téléphone a sonné. Le numéro de l'école de Julien. J'ai décroché, à la deuxième sonnerie. La secrétaire de l'école, une femme nommée Madame Flore, que je connaissais depuis 2 ans. Et qui gardait toujours une collation supplémentaire dans son bureau. Pour les enfants qui oubliaient leur déjeuner, semblait tendue. Madame Sterling, je voulais vous prévenir que votre mari est ici. Il est à la réception. Il demande à mettre à jour les contacts d'urgence. Et elle a baissé la voix, il a amené quelqu'un avec lui. Il demande de retirer votre nom. J'ai regardé l'horloge sur mon tableau de bord. Il était 10h17. Le récital de printemps avait lieu le lendemain soir. L'événement annuel, auquel assistait chaque famille du cercle social de Julien et Chloé. 100 parents, dont beaucoup étaient liés à Sterling Vanguard, par des liens d'affaires ou des relations mondaines. Richard avait choisi ce moment, et ce public, de manière très délibérée. Il voulait imposer cette nouvelle réalité, publiquement. Vanessa, comme la femme à son bras, moi, comme l'instabilité qu'il avait surmontée. Avec mon nom effacé de tous les documents. Une performance de normalité, construite sur les ruines de la mienne. Très bien. Il voulait un public. J'allais lui en donner un. J'ai appelé Marcus Webb, avocat d'affaires, avec 26 ans de pratique. L'homme qu'Harrison avait engagé, quand il avait commencé à planifier tout cela. Et je lui ai donné 30 minutes. Il m'a rappelé avec un nom, et une adresse. Un greffier de juge, qui avait un créneau disponible à midi, pour un dépôt de dossier en urgence. Ensuite, je suis allé chez Harrison. J'ai pris une douche. J'ai enfilé le blazer rouge, que j'avais depuis mes années de conseil. Structuré, élégant, ce rouge exact qui signifie que l'on ne plaisante pas. J'ai mis mes talons aiguilles et mon rouge à lèvres. Je me suis regardé dans le miroir, pendant un long moment. Je n'avais pas l'air pâle. Je n'avais pas l'air fragile. Je ressemblais à Eleanor Marsh, qui, autrefois, avait été bien trop intelligente pour se laisser berner par des choses évidentes. J'avais été trompé, mais le brouillard s'était dissipé, j'étais de retour. Et j'avais tout ce dont j'avais besoin. J'ai conduit jusqu'à l'école. Le couloir devant le bureau principal avait cette odeur si particulière des écoles. L'encaustique, les crayons de couleur, et quelque chose qui cuisait dans la cafétéria. À 2 couloirs de là. Les panneaux d'affichage étaient recouverts des œuvres d'art du récital de printemps. Le soleil peint par Julien se trouvait parmi elles, un peu de travers, et très lumineux. Richard était au bureau d'accueil, penché sur le comptoir, le doigt appuyé sur un porte-bloc. En train de parler à Madame Flore, avec cette voix basse et assurée. Qu'il utilisait quand il s'attendait à ce qu'on lui obéisse. Vanessa se tenait à côté de lui, dans son manteau camel. Le même que celui du matin où elle était venue chez moi. Elle avait la posture de quelqu'un, à qui l'on a déjà dit qu'elle a gagné. Et qui n'attend plus que la cérémonie. Eleanor n'est pas dans un état assez stable, pour être un contact d'urgence, disait Richard. Vanessa est le contact approprié. À partir de maintenant. Si vous avez besoin de documents de la part d'eux. En fait, Richard. Il s'est retourné. Le porte-bloc est resté sur le comptoir. Il s'est retourné, il m'a regardé, et toute la couleur a quitté son visage, si complètement. Et si rapidement, que c'en était presque intéressant, d'un point de vue anatomique. Le bronzage qu'il avait cultivé dans les Caraïbes en février et il m'avait dit que c'était pour une conférence de travail s'est vidé de ses joues. Comme l'eau se vide d'un verre. Je me tenais au milieu de ce couloir, dans mon blazer rouge, perché sur mes talons aiguilles. Avec mes yeux parfaitement clairs, et mes mains absolument immobiles, et je les laissais me regarder.
Tu as l'air, a-t-il commencé. Sobre, ai-je répondu, avec amabilité. C'est amusant, ce qui se passe, quand on arrête de prendre les vitamines avec lesquelles son mari nous empoisonne. Vanessa a poussé un petit cri. Elle a reculé d'un demi-pas, ce qui m'a indiqué qu'elle était au courant. Elle avait toujours su. Ce détail allait avoir son importance, plus tard. Richard a baissé la voix. Il s'est avancé vers moi. Tu n'as plus rien. Ni argent, ni avocat, ni crédibilité. Je t'aurais enterré. Avant la fin du mois. J'ai ri. C'était un son magnifique. Je ne savais pas que je l'avais encore en moi. J'ai plongé la main dans mon sac, et j'ai sorti le dossier juridique que Marcus m'avait remis 30 minutes plus tôt, sur les marches du tribunal. Et qui était encore chaud de l'imprimante. Je l'ai pressé contre la poitrine de Richard, et je l'ai laissé s'en saisir. Vérifie les déclarations de l'entreprise, ai-je murmuré. Assez doucement pour que ce soit intime, assez doucement pour que ce soit personnel. Hier après-midi, à 14h47, j'ai épousé ton père. Il m'a regardé. J'ai soutenu son regard. Ce qui signifie, ai-je continué, et maintenant je n'étais plus du tout discrète. Désormais, ma voix portait, pour être entendue par chaque parent présent dans ce couloir. Par chaque professeur dans les classes voisines, et par chaque personne se trouvant à portée de ce moment, que Richard avait lui-même orchestré, pour m'humilier en public. Je détiens désormais, par le biais des droits de propriété de la communauté conjugale, l'autorité de vote sur 51,00% de Sterling Vanguard. Il a baissé les yeux, vers le dossier. Ses mains tremblaient. Il a vu la signature d'Harrison. Il a vu le sceau de l'entreprise que Marcus avait inclus. Celui de la notification d'urgence au conseil d'administration, déposée ce matin-là. Il a vu la date. Il a vu l'horodatage. Il a vu son propre nom, dans la clause de transfert de propriété. Je possède ton entreprise, Richard. Le porte-bloc est tombé sur le sol. Son téléphone a sonné, dans la poche de sa veste. Il n'y a pas répondu. Il est resté figé, dans le couloir de l'école de ses enfants. Avec sa maîtresse à 2 pas derrière lui, et la femme qui l'avait empoisonné. Debout devant lui dans son blazer rouge, et il n'a pas répondu à son téléphone. Il n'a pas prononcé un mot, et la couleur n'est jamais revenue sur son visage. Le conseil d'administration avait reçu la notification. Les semaines qui ont suivi, ont été un autre genre de chaos. Le genre de chaos, qui se déplace dans les bureaux d'avocats. Et les salles de conseil d'administration, plutôt que dans les cuisines, et les couloirs d'école. Ce qui, d'une certaine manière, le rend plus facile à supporter, plus propre, et moins intime. L'inspectrice Karen Lowe, qui avait passé 12 ans dans l'unité des crimes financiers de la police de Boston, a ouvert une enquête criminelle sur le stratagème pharmaceutique de Richard, dans les 72 heures. Suivant la réception du dossier de preuves compilé, par Daniel Reyes. Les relevés de la pharmacie, la déclaration sous serment du docteur Carmichael. Le rapport de toxicologie du docteur Hart, et les notes imprimées du coffre-fort. Avec l'écriture de Richard, confirmée par un expert en documents légaux nommé Walter Cruz. Qui avait 30 ans d'expérience, et dont le témoignage n'avait jamais été contesté avec succès devant un tribunal. Le docteur Carmichael a volontairement rendu sa licence, en attendant l'examen de son cas. Il a coopéré pleinement. Je n'avais pas demandé cela, mais je ne m'y suis pas opposé non plus. Le conseil d'administration de Sterling Vanguard a convoqué une réunion d'urgence. Harrison y a assisté. J'y ai assisté, assise à ses côtés, légalement présente en tant que son épouse. Et ayant légalement le droit à la parole. Richard n'est pas venu. Il a envoyé Prescott Haynes, son avocat d'affaires, qui est arrivé avec l'air d'un homme à qui l'on a confié un dossier, qu'il sait impossible à gagner, et qui a décidé de jouer la dignité dans la défaite. Richard a été démis de ses fonctions opérationnelles, dans la semaine il n'a pas été licencié. Cela nécessiterait un long processus de la part du conseil d'administration.
Mais il a été suspendu avec maintien de salaire, en attendant la conclusion de l'enquête criminelle. Son accès au système de l'entreprise a été révoqué, à 9 h, un vendredi matin, ce que je sais. Car Harrison m'a envoyé un SMS, à 7 heures précises, avec un seul mot, fait. L'audience pour la garde des enfants a eu lieu, 8 semaines plus tard. La juge du tribunal aux affaires familiales, Patricia Owens, qui siégeait depuis 20 ans, avait mon rapport de toxicologie comme pièce A, la déclaration du docteur Carmichael comme pièce B, l'expertise du docteur Hart comme pièce C, et le rapport d'enquête de l'inspectrice Lowe comme pièce D. Elle avait également les 12 mois de la campagne de documentation sociale de Richard, les contacts avec les professeurs, les conversations avec les voisins, le registre d'un effort systématique pour établir mon instabilité, que Marcus avait reformulé, dans son dossier, comme une preuve de préméditation, et de destruction délibérée de ma réputation. L'avocat de Richard a soutenu, que les preuves avaient été rassemblées de manière circonstancielle, et qu'elles étaient motivées, par la rupture du mariage. La juge Owens l'a regardé, par-dessus ses lunettes, pendant un long moment. Ensuite, elle m'a accordé la garde principale exclusive, de Julian et Chloé, avec des droits de visite supervisés pour Richard, en attendant l'issue de l'affaire pénale. Elle a également rendu une conclusion officielle, stipulant que les preuves d'instabilité que Richard avait rassemblées, étaient irrecevables, car elles avaient été fabriquées, sous de faux prétextes. Le tribunal, a-t-elle déclaré, et sa voix portait ce poids spécifique de quelqu'un qui pèse chaque mot, ne voit pas d'un bon œil, la militarisation d'une vulnérabilité qui a été artificiellement créée. Il est apparu que Vanessa était au courant pour les suppléments, depuis le tout début. Elle ne les avait pas administrés, mais elle savait, elle n'avait rien dit, et elle avait emménagé dans ma propre maison. Son accord de coopération, avec le bureau de l'inspectrice Lowe, était assorti de certaines conditions. Je ne les connais pas toutes. Je sais seulement, qu'elle ne vit plus à Boston. Richard a été inculpé d'empoisonnement, et de fraude. Il a fallu 4 mois pour finaliser les charges spécifiques, pendant que les experts comptables terminaient d'examiner ce qu'il faisait, en parallèle, avec les fonds de l'entreprise. Il y avait d'autres choses, dans ces dossiers. Il y a toujours d'autres choses. Sa procédure pénale est toujours en cours. Je ne serai pas dans cette salle d'audience, sauf en tant que témoin. J'ai d'autres choses à gérer. Cela fait maintenant 11 mois, depuis cette nuit où j'ai conduit à travers la tempête, pour aller frapper à une porte, dont je n'étais même pas sûr, qu'elle s'ouvrirait. Je vis dans la maison d'Harrison, à Concord, avec Julian et Chloé. Ce qui est un arrangement étrange, que je ne vais pas essayer de normaliser pour vous, car c'est véritablement étrange. Et Harrison serait le tout premier à l'admettre. Ce n'est pas une histoire d'amour. C'est quelque chose de plus rare, et de beaucoup plus difficile à nommer. 2 personnes, qui ont pris une décision basée sur une compréhension commune de ce qui était en jeu, et qui ont tenu leur parole l'une envers l'autre, de façon absolue. Julian est en CE2. Il est actuellement obsédé par les volcans. Chloé a rempli 4 carnets de dessin, depuis le mois de novembre. Et elle en réclame un 5e, sur le thème des chevaux, si possible. Ils dorment dans des chambres, dont les fenêtres donnent sur le jardin. Et ils se réveillent en sachant parfaitement, où ils se trouvent. Harrison et moi dînons ensemble, presque tous les soirs. Nous jouons aux échecs, le dimanche. Il m'a appris quelque chose, que je ne savais pas auparavant. Que l'on peut construire une vie avec quelqu'un, en se basant sur le respect mutuel. Et sur un projet commun, sans que cela ait besoin de ressembler à quoi que ce soit de ce qu'on vous a appris, sur la façon dont une vie devrait être. C'est paisible. C'est solide. Et c'est, d'une manière tout à fait surprenante, suffisant. J'ai repris le conseil en février, à temps partiel, depuis chez moi. Pour un client, avec qui j'avais gardé un vague contact, pendant les années de brouillard. Et qui était discrètement ravi, de me retrouver. La clarté de ma propre pensée, me surprend encore, de temps en temps. Je résous un modèle financier en 40 minutes,
ce qui m'aurait pris 3 heures, il y a 2 ans de cela. Et je m'assois en arrière, pour comprendre une fois de plus, ce qui m'a été volé. Ce que le brouillard m'a coûté, et ce dont j'ai été privé, pendant 5 longues années. La colère a, pour la plus grande partie, laissé place à quelque chose d'autre, aujourd'hui. Pas au pardon. Je n'en suis pas encore là, et il se peut que je n'y arrive jamais. Et c'est parfaitement acceptable. C'est quelque chose qui ressemble davantage à de la lucidité. La compréhension que la pire chose que l'on m'ait faite, n'a pas pu, en fin de compte, m'enlever les choses qui comptaient vraiment. Mes enfants, mon esprit, et la version de moi-même. Qui classait ces listes de courses par code couleur, qui lisait les contrats avant de les signer. Et qui se croyait trop intelligente, pour se laisser piéger. Elle a été piégée. Mais elle s'est relevée, quand même. La date du procès de Richard, est fixée au mois de septembre. La procureure, l'assistante du procureur Meredith Johansson, me dit que les preuves sont accablantes. Je la crois. J'ai moi-même aidé à les compiler. La dernière fois que j'ai vu Richard, c'était dans le couloir. Devant la salle d'audience du tribunal aux affaires familiales. Il semblait plus petit, que dans mes souvenirs. Pas physiquement. Il avait la même taille, et la même carrure. Plus petit, de la même façon que le deviennent les gens. Lorsque toute l'architecture de leur propre mensonge s'effondre. Et qu'ils doivent se tenir debout, sans aucun soutien, pour la toute première fois. Il m'a regardé. Il n'a rien dit. Je n'ai rien dit non plus. J'ai repensé à tous ces matins, où je me réveillais dans le brouillard. Où je tendais la main vers le flacon de pilule, sur la table de nuit. Et où j'avalais ce qu'il me donnait, parce que je l'aimais, parce que j'avais confiance en lui. Et parce que je croyais, que les gens qui tiennent doucement votre visage entre leurs mains ne vous font pas de mal, avec ces mêmes mains. J'ai repensé à l'expression de Julian, sur le pas de la porte de la cuisine. Le matin où tout s'est terminé. J'ai repensé au grincement du broyeur à ordures, en train de réduire ses petites gélules blanches. À néant. Ensuite, je suis passé devant lui, pour rejoindre l'endroit où Julian et Chloé attendaient avec mon beau-père, tous les deux tenant des dessins qu'ils avaient faits dans le coin pour enfants, de la salle d'attente. Celui de Julian était un volcan, naturellement, et celui de Chloé, un cheval debout dans un champ rempli de fleurs approximatives. Et j'ai pris un dessin dans chaque main, et j'ai franchi les portes du palais de justice. Pour avancer vers une journée qui était nette, lumineuse, et entièrement, complètement à moi.